Imaginez une centrale électrique qui s'éteint en plein hiver. Un hôpital qui ne peut plus accéder aux données de ses patients. Une élection présidentielle dont les résultats sont mis en doute à cause d'une fuite de données. Tout ça, ce n'est pas un scénario de film catastrophe. Ce sont des événements réels provoqués non pas par des bombes, mais par des lignes de code. Bien le bonjour les cultivés et bienvenue sur Savoir Quotidien. Vous me l'avez beaucoup demandé en commentaire. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité. Et plus précisément de la façon dont elle est devenue l'un des enjeux diplomatiques les plus brûlants de notre époque. On va voir ensemble 4 choses. D'abord, l'ampleur du problème. Pourquoi la cybersécurité est devenue un enjeu de sécurité nationale et internationale. Ensuite, comment les États tentent de répondre individuellement ou collectivement. Troisièmement, la situation spécifique du continent africain. Un terrain en première ligne face à ces menaces. Et enfin, où en est la diplomatie mondiale aujourd'hui avec une avancée historique survenue récemment à l'ONU. Commençons par prendre la mesure de la situation. Le coût mondial des cyberattaques sur la période 2025-2026 est estimé entre 10 et 12 trillions de dollars. Oui, vous avez bien entendu, des trillions. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est davantage que le PIB de pays comme le Japon ou l'Allemagne. Et ce n'est pas un hasard si le Forum économique mondial classe aujourd'hui le risque cyber en 6e position parmi les principales menaces mondiales à horizon de 2 ans, au même niveau que des crises économiques majeures ou des catastrophes environnementales. Premièrement, la sophistication des attaques augmente. On voit aujourd'hui émerger ce qu'on appelle le Cybercrime as Service. Littéralement, la cyberattaque vendue comme un service clé en main, accessible même à des acteurs peu qualifiés techniquement. Deuxièmement, l'intelligence artificielle change la donne. Des chercheurs ont récemment découvert le premier rançongiciel, un logiciel qui bloque vos données pour exiger une rançon entièrement pilotée par l'IA. Une preuve du concept inquiétante. L'intelligence artificielle pourrait bientôt permettre des cyberattaques plus rapides, plus ciblées, plus difficiles à détecter. Troisièmement, tout devient une cible. Hôpitaux, réseaux électriques, systèmes financiers, infrastructures militaires. Tout est aujourd'hui connecté, donc tout est potentiellement vulnérable. Face à cette réalité, les États ont dû réagir. Et c'est là que la diplomatie numérique entre en jeu. Les États ne sont pas restés inactifs, mais leur réponse se joue à plusieurs niveaux. Au niveau national d'abord. En 2024, on comptait déjà 132 pays disposant de leur propre stratégie nationale de cybersécurité avec des législations dédiées à la lutte contre la cybercriminalité. C'est une prise de conscience massive et récente. Il y a encore 20 ans, presque aucun pays n'avait ce type de stratégie. Au niveau régional ensuite, prenons l'exemple européen. Depuis 2017, l'Union européenne a mis en place un réseau de centres de réponse aux incidents qui permettent aux États membres de partager rapidement des informations sur les cyberattaques en cours. C'est une forme de solidarité technique face à des menaces qui ne connaissent pas les frontières. Et surtout, au niveau diplomatique international, c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que la cybersécurité par nature est un problème mondial. Une attaque peut être lancée depuis un pays, transiter par les serveurs d'un deuxième et viser les infrastructures d'un troisième. Aucun État ne peut résoudre ça seul. Pour vous donner un exemple concret de cette diplomatie en action, l'appel de Paris lancé en 2018 qui rassemble aujourd'hui des États, des entreprises et des organisations de la société civile autour de principes communs pour sécuriser le cyberespace. Ou encore le processus de Pôle Molle, lancé lors d'une conférence organisée par la France et le Royaume-Uni, qui vise à encadrer l'usage des outils commerciaux de cyberintrusion. Ces logiciels d'espionnage vendus à des gouvernements, parfois utilisés de façon abusive. En 2025, un code de bonnes pratiques en a découlé, déjà soutenu par 27 États quelques mois plus tard. Mais le cœur de cette diplomatie cyber se joue surtout à l'ONU. Et puisque beaucoup d'entre vous, cultivés d'Afrique, me suivez fidèlement, parlons maintenant de la situation spécifique du continent africain. Le constat est frappant.
L'Afrique est aujourd'hui l'une des régions du monde les plus touchées par la cybercriminalité. Selon des acteurs du secteur, le continent enregistrerait environ 1800 cyberattaques par semaine contre une moyenne mondiale d'environ 1500. Un rapport d'Interpol publié en 2025 précise même que la cybercriminalité représente désormais 30% des actes criminels recensés en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Pourquoi une telle vulnérabilité ? Paradoxalement, c'est en partie une conséquence du succès. L'Afrique connaît l'une des croissances d'usage d'Internet les plus rapides au monde, portée notamment par le mobile money. Ces services bancaires mobiles qui ont révolutionné l'inclusion financière sur le continent africain. Plus de connectivité, plus de transactions numériques, mais aussi plus de cibles pour les cybercriminels. Le coût économique est déjà significatif. Les estimations d'Interpol et d'organisations régionales évaluent les pertes cumulées entre 2019 et 2025 à plus de 3 milliards de dollars sur le continent. Certaines évaluations intégrant les coûts indirects portant sur ce chiffre à environ 3,5 milliards. Le secteur financier africain est particulièrement visé, ce qui menace directement la confiance dans les services comme le mobile money, pourtant essentiel à l'inclusion économique de millions de personnes. Face à cela, l'Afrique ne reste pas inactive. Elle construit, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, son propre cadre juridique. La Convention de Malabo, adoptée par l'Union africaine en 2014, est entrée en vigueur en 2023 après avoir enfin atteint le seuil des 15 ratifications nécessaires. Mais son application reste un chantier. Aujourd'hui encore, seule une minorité des 55 États africains l'ont ratifié, ce qui crée des zones de fragmentation juridique que les réseaux criminels transnationaux savent exploiter. Bonne nouvelle cependant, la dynamique s'accélère. En octobre 2025, lors de la signature de la nouvelle Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité à Hanoï, 21 pays africains ont signé ce nouveau texte international. C'est un signal fort de l'engagement croissant du continent. Des initiatives proprement africaines se multiplient aussi, comme le Cyber Africa Forum ou les opérations conjointes d'Interpol telles que Africa Cyber Surge, qui ont démontré l'efficacité d'une coopération policière régionale renforcée. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que l'Afrique n'est pas seulement une victime de la cybercriminalité mondiale. C'est aussi un continent qui structure activement sa propre réponse diplomatique et juridique, même si le chemin vers une véritable harmonisation reste encore très long. Voici l'information la plus importante de cette vidéo et elle est toute récente. En 2004, les Nations Unies tentent à travers différents groupes d'experts de construire un cadre de règles communes pour le cyberespace. Le dernier de ces groupes, le groupe de travail à composition non limitée, a travaillé en 2021 à 2025 sur le sujet. Et en juillet 2025, après 4 années de négociations, ce groupe a accompli quelque chose d'historique, l'adoption par consensus de son rapport final. Le secrétaire général de l'ONU lui-même a salué cette adoption, soulignant qu'elle trouve qu'une action collective reste possible même dans le contexte géopolitique international le plus difficile. Concrètement, qu'est-ce que ce rapport a accompli? 2 choses majeures. D'abord, il réaffirme que le droit international s'applique pleinement au cyberespace. Autrement dit, une cyberattaque n'est pas un acte sans conséquences juridiques. Elle peut engager la responsabilité d'un État au même titre qu'une action militaire classique. Ensuite, c'est peut-être là le plus important, il acte la création d'un nouveau mécanisme permanent des Nations Unies sur les questions cybersécurité. Ensuite, et c'est peut-être là le plus important, il acte la création d'un nouveau mécanisme permanent des Nations Unies sur les questions cyber. Jusqu'ici, ces discussions se faisaient via des groupes de travail temporaires recréés tous les 4 années. Désormais, un cadre institutionnel durable doit voir le jour. Mais attention, tout n'est pas réglé pour autant. Les négociations ont révélé de vraies divergences. Les pays occidentaux ont insisté pour donner la priorité à l'application des normes déjà existantes, tandis que d'autres délégations souhaitent continuer à développer de nouvelles règles. Le compromis trouvé a été d'atténuer le texte sur les nouvelles normes
tout en conservant une liste de bonnes pratiques pour les discussions futures. Autrement dit, un pas en avant a été franchi, mais le chemin vers un véritable droit international du cyberespace, contraignant et universellement appliqué, reste encore long. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La cybersécurité n'est plus seulement une question technique réservée aux informaticiens. C'est devenu un enjeu diplomatique de premier plan qui mobilise les plus hautes instances internationales et qui touche tous les continents avec une intensité particulière en Afrique où la croissance numérique rapide s'accompagne d'une exposition accrue aux cybermenaces. Et l'année 2025 restera comme une année charnière. Pour la première fois depuis 20 ans de négociations, la communauté internationale s'est mise d'accord sur la nécessité de créer un mécanisme permanent pour gérer ces enjeux. C'est lent, c'est imparfait, mais c'est un signe que la coopération internationale, même fragile, reste possible et l'engagement croissant des États africains dans ces négociations est un bon exemple. Puisque vous avez aussi manifesté beaucoup d'intérêt pour l'intelligence artificielle, on reste exactement sur ce terrain dans la prochaine vidéo. On va voir comment l'intelligence artificielle rabat les cartes des relations internationales et pourquoi elle est devenue elle aussi un sujet de négociation à l'ONU. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur les enjeux de la cybersécurité, puisque la cybersécurité nous concerne tous bien plus qu'on ne le pense. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce rapport final de l'ONU adopté en juillet 2025? Et vous qui me suivez depuis l'Afrique, comment vivez-vous cette montée de cybermenaces sur le continent? Vous retrouverez Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com et toutes les autres plateformes, également en format podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous.